Regarde avec ton âme, non avec ton esprit, car ce qui est déjà inscrit, n'attendant que d'être accompli. Trouve les yeux pour voir, et sois attentif aussi. La deuxième édition du cadre des finances publiques organisé par le réseau étudiant financier de Léman. Réseau que nous avons juste créé il y a déjà 2 ans au sein de la faculté des sciences juridiques et politiques. Il nous paraît très sincèrement de saisir cette occasion unique pour vous exprimer notre profonde gratitude et nos vifs remerciements au nom de tous les membres du réseau présents et futurs. À présent, mesdames et messieurs, il me paraît utile, à l'attente de mon propos, de répondre à certaines questions tout à fait légitimes que l'on serait en droit de se poser, notamment sur les motivations de substance et les temps qui ont conduit à la création du réseau, ainsi que ses objectifs à moyen et long terme. Tout est parti d'un certain nombre de constatations faites au sein d'un groupe étudiantin de réflexion que nous avions constitué initialement dans certaines sont d'évidence, tandis que l'autre sont moins. La première de ces constatations est que les finances publiques, en raison de sa position centrale dans la conduite de l'action gouvernementale, ont un pouvoir inégalé pour influencer positivement ou négativement, pratiquement chaque décision, qu'elle soit politique, économique, sociale, militaire, et service et l'honnête et justice. C'est donc un puissant instrument de développement dont il est indispensable de maîtriser tous les aspects pour réussir de façon honorable, aussi bien en interne que sur le plan international. Pourtant, c'est la seconde constatation, son enseignement au niveau universitaire ne suscite pas suffisamment d'engouement chez les étudiants. La matière reste dans un nuage de mystère et dans le goût de celles considérées comme difficiles, et qui en fait n'attire que quelques téméraires, parfois considérés comme des surdoués. Et donc apparu clairement au groupe de réflexion qu'il fallait trouver des solutions de nature à redresser cette tendance afin d'éviter que l'insuffisance des compétences qui en résulterait fatalement ne devienne un obstacle au fonctionnement efficient de notre administration. Et comme pour confirmer cette crainte, l'actualité récente n'a cessé de signaler divers cas de mauvaise gestion qui ont toutes, comme dénominateur commun, des carences avérées dans la maîtrise technique et dans la présence des règles d'éthique de la gestion des finances publiques. Ce phénomène n'étant pas circonscrit au Sénégal uniquement, le groupe a conclu qu'il fallait apporter sa modeste contribution à l'effort de redressement en s'investissant dans des actions concrètes qui peuvent commencer au Sénégal pour s'étendre à partir de là vers tous les pays de l'Union qui ont la particularité d'avoir en plus de la monnaie commune des systèmes juridico-légaux à peu près similaires. À terme, l'objectif du réseau est modestement ambitieux car il vise ni plus ni moins à susciter des vocations de nature à créer dans l'espace communautaire et professionnel de l'Union des étudiants puis des cadres en nombre suffisant qui maîtrisent parfaitement tous les aspects à la fois techniques et éthiques de la gestion des finances publiques. Le réseau considère que cet objectif, quoique ambitieux, n'est pas démesuré. C'est pourquoi il a retenu de procéder à une approche graduelle dans le court et le moyen terme pour atteindre ces visées dans le long terme. Dans un premier temps, il s'agira de consolider la base institutionnelle puis de s'attaquer à quelque sorte à résoudre les déplacements dans la matière dans l'espace universitaire en menant des actions de nature à dissiper le mythe et les confusions qui l'entourent par l'organisation des séminaires, des causeries, des conférences, des cours de renforcement et des tutorats et des jeux sur les réseaux sociaux. Un tel mouvement actuellement attractif, il est envisageable de restaurer un autre objectif visé par le réseau, c'est-à-dire la création d'un master en finances publiques. Aujourd'hui, nous réitérons notre vœu crucial de la
forte chez leurs camarades publicistes. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots qui m'ont paru importants de dire en cette importante cérémonie. Et je terminerai cependant sans profiter de cette tribune pour remercier vivement mes camarades étudiants qui ont eu la générosité de me confier la présidence du bureau. Je vous rassure, chers amis, que j'ai ferai de tout mon mieux pour mener cette conférence. Merci de votre attention. Alors, nous allons passer à la remise des prix pour les vainqueurs du débatton, mais également les vaincus du débatton, mais aussi pour les vainqueurs et les vaincus du génie en herbe. Alors, nous allons tout d'abord appeler les vainqueurs du débatton. Non, c'est déjà fait. Donc, cher professeur Abdourahmane Diokhane, professeur TV Issifou, Mafal, donc vous avez les remerciements du réseau. Merci, cher professeur. Comme vous le constatez, le thème de ce panel porte sur la révision des comptes, ce qu'on appellerait peut-être une appellation anglo-saxonne, la comptabilité ou la redevabilité. Pour discuter de cette thématique qui intéresse au plus haut niveau des pouvoirs publics et au-delà aussi de l'université, nous aurons comme intervenant le professeur Diokhane, qu'on ne présente plus, qui était professeur du droit à la Cour des comptes, professeur aussi à la faculté des sciences politiques et politiques. Ensuite, nous aurons Sati Assemble, qui est le vérificateur à l'Assemblée des affaires budgétaires et financières de la Cour des comptes. Nous aurons enfin une intervention du professeur Abdoulaye Kébé, qui est directeur aussi du Centre d'études de recherche de l'ingénierie publique financière. Alors, sans pour autant tarder, comme nous voyons là, il faudrait un petit réaménagement que M. Samb, en plus de sa classe de communicant, assure aussi une fonction de représentant du parrain de cette activité. Et donc, M. Samb aura le rôle d'abord de prise de parole pour dire du parrain, et ensuite, il fera son intervention sur la redevabilité. D'accord, donc il va faire ce prise de parole, je crois que c'est beaucoup plus efficace, ça nous permettra d'aller plus vite. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au mois de Ramadan. Il faudra que nous procédions de façon très pragmatique pour permettre au public, mais aussi aux intervenants de pouvoir dérouler une communication. Je voudrais aussi saluer la présence de M. Issou Adamou, qu'on présente public aussi également, qui contribue de façon très active à l'animation des activités de cette faculté. Cela dit, chaque intervenant aura 20 minutes. Je ne sais pas, est-ce que c'est un temps sans limité? C'est bon. D'accord. Donc, on va tout de suite donner la parole au professeur Diokhane pour nous faire la communication autour de la révision. C'est bon. Professeur, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Et d'emblée, je veux dire combien je suis heureux de participer à cette cérémonie, à ce panel, qui, à mes yeux, revêt une double importance. La première, c'est que c'est un travail qui contribue à décomplexer les finances publiques au sein de notre faculté. C'est vrai que la matière est redoutée des étudiants, la plupart des étudiants, et certains même vont jusqu'à se demander si c'est du droit. Bon, les finances publiques, c'est du droit. Comme toute discipline juridique, il y a un champ d'application propre, des règles propres et un juge pour les sanctionner.
À côté de ce travail qui tend à décomplexer la matière, l'importance de la rencontre de ce matin tient à ce que ce panel s'inscrit dans une dynamique, une trajectoire de vulgarisation de la matière en dehors de la faculté. Et dans ce travail, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul parce que vous avez des partenaires, si je puis m'exprimer ici, comme la Cour des comptes, le ministère chargé des Finances, l'IGE, pour ne citer que ces institutions. Et dans ce travail de vulgarisation, le thème d'aujourd'hui constitue un vecteur extrêmement important. En effet, au plan interne, la reddition des comptes publics constitue une exigence démocratique. La société, je cite, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Cette maxime de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 figure dans notre Constitution, en ce sens que le préambule renvoie à cette déclaration. Donc, au plan interne, la reddition des comptes constitue une exigence démocratique. Et l'importance de la reddition des comptes se manifeste également au plan communautaire. Le traité UEMOA, en son article 68, pose la nécessité d'un contrôle des comptes des États membres qui garantissent l'indépendance et l'impartialité. La transparence également. Et à cet effet, l'article 68 fait référence à la Cour des comptes, à l'obligation pour les États membres de créer en leur sein une Cour des comptes. Et cette obligation de création de Cour des comptes nationale autonome figure expressément dans la directive sur la transparence dans la gestion des finances publiques. C'est pour dire que, comme toutes les institutions, l'État doit rendre publiquement ses comptes. Et de ce point de vue, deux questions essentielles se posent. La première, quels sont les comptes rendus par l'État? Et la seconde, quelles sont les procédures de reddition des comptes de l'État? Pour répondre à la première question, quels sont les comptes rendus par l'État? Il faut se référer aux dispositions pertinentes qui figurent dans le décret RGCP, décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 24 novembre 2011. Et à ce propos, il y a d'abord des dispositions de l'article 149, alinéa 2. Je cite, les comptes de l'État sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne la comptabilité budgétaire et par les comptables publics en ce qui concerne la comptabilité générale. Fin de citation. Nous avons ainsi les deux types de comptes dérivés de l'exécution du budget et qui sont fondés sur le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Nous avons ensuite l'article 188 alinéa 2, je cite, les comptes annuels de l'État sont dressés par le ministre chargé des Finances et comprennent le compte général de l'administration des finances et les états financiers. Fin de citation. Nous avons enfin l'article 88 alinéa 3, donc le même article mais en son alinéa 3, je cite, le compte général de l'administration des finances est transmis à la Cour des comptes à l'appui du projet de loi de règlement. Nous avons ici les 4 modalités de reddition des comptes de l'État, 4 types de comptes rendus.
Les deux premiers, ceux qui sont visés par l'article 149, sont issus de la gestion budgétaro-comptable. Il s'agit des comptes des ordonnateurs et les comptes des comptables publics. Les deux autres étant le compte général de l'administration des finances, le SEGAF, comme on l'appelle communément, et le projet de loi de règlement. Voyons maintenant un peu dans le détail ces différents comptes de l'État. Les comptes des ordonnateurs, ils sont définis à l'article 154 du décret FGCP, ainsi de suite. Les comptes générés par la gestion budgétaire sont constitués des comptes administratifs établis par les ordonnateurs, appuyés d'un état de développement des recettes budgétaires et d'un état de développement des dépenses budgétaires établi par le comptable principal. Donc, compte administratif appuyé d'un état de développement des recettes budgétaires et d'un état de développement des dépenses budgétaires. Donc on voit que le comptable intervient dans l'exécution, dans l'exécution de la phase budgétaire. La gestion budgétaire inclut donc les deux acteurs, les ordonnateurs et les comptables. Et l'état de développement des dépenses budgétaires et l'état de développement des recettes budgétaires figurent dans ce qu'on appelle la comptabilité auxiliaire du comptable. Vous savez que dans les montants des encaissements et des dépenses figurent au compte, mais il faut aller dans la comptabilité auxiliaire pour trouver le détail de ces montants. C'est la raison pour laquelle les comptes administratifs sont appuyés d'un état de développement des recettes budgétaires et d'un état de développement des dépenses budgétaires. Quel est le contenu des comptes administratifs? Il faut se référer à l'article 173. Je cite, « À la clôture de l'exercice, chaque ordonnateur principal établit un état récapitulatif des ordres de recettes et un état récapitulatif des mandatements faisant ressortir les crédits répartis, les dépenses engagées et les titres de paiement émis. » Voilà le contenu du compte administratif de l'ordonnateur. Et l'article 73 ajoute, je cite, « Ces états récapitulatifs sont transmis au comptable assignataire qui les vise. » Et l'intérêt du visage du comptable sur les comptes administratifs permet de s'assurer de la concordance entre ce qui figure dans le compte de l'ordonnateur et ce qui figure dans le compte du comptable principal. Quels sont les comptes arrêtés par les comptables publics en ce qui concerne la comptabilité générale? Alors, il faut d'abord rappeler que la comptabilité générale, contrairement à la comptabilité budgétaire, est tenue exclusivement par les comptables publics. En plus, c'est une comptabilité en partie double. La comptabilité budgétaire est une comptabilité en partie simple, recettes-dépenses, mais la comptabilité générale tenue par les comptables est une comptabilité en partie double, crédit, débit. Et dans cette méthode de comptabilisation, ce qui est porté au crédit d'un compte est inscrit au débit d'un autre compte. Donc ce qui fait que les comptes de tiers sont remis à zéro. Le total des débits est égal au total des crédits. Donc voilà les caractéristiques de la comptabilité générale. Alors, quels sont les comptes arrêtés par les comptables en matière de comptabilité générale? C'est dit à l'article 185, il s'agit des comptes de gestion. Et l'article 86 nous donne le contenu du compte de gestion. Il y a les pièces générales qui comprennent, par exemple, l'acte de nomination du comptable, la liste des procurations données par le comptable principal, etc., etc. Donc, il y a les pièces générales, il y a la balance générale des comptes, donc comptabilité en partie double. La balance, ça signifie qu'il y a débit, crédit et solde. Donc, chaque compte comprend une balance, crédit, débit, solde. Donc, la balance générale des comptes, c'est la balance des comptes, de l'ensemble des comptes qui figurent dans le compte de gestion du comptable principal. Donc, pièce générale, balance générale des comptes,
l'état détaillé des recettes, l'état détaillé des dépenses, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui figure dans la comptabilité auxiliaire du comptable principal. Enfin, il y a l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Alors, dès l'instant qu'il y a prise en charge, il y a forcément des restes à recouvrer ou des restes à payer. Enfin, il y a les pièces justificatives. Qu'est-ce qui compte le CEGAF, le compte général de l'administration des finances? Alors, le CEGAF est un document de synthèse. Et c'est la raison pour laquelle, en France, on ne l'appelle plus CEGAF, mais on l'appelle le compte général de l'État. Ici, c'est le compte général de l'administration des finances, qui est donc la synthèse de la comptabilité de l'État. Son élaboration est le résultat d'une double centralisation. Donc, il y a d'abord une centralisation faite par chaque comptable principal, donc qui centralise les opérations, parce que le comptable principal, bon, c'est lui, de fait, il n'exécute pas les opérations, mais ces opérations sont exécutées par ses subordonnés. Donc, il y a la centralisation des opérations effectuées par ses subordonnés, ainsi que celles effectuées par les comptables qui lui sont rattachés, notamment les comptables des administrations financières, des impôts et des domaines. Ces domaines ne sont pas des comptables principaux, donc leurs écritures sont retracées dans le compte du comptable principal. Donc, un premier niveau de centralisation pour l'élaboration du CEGAF, et un deuxième niveau de centralisation, c'est au niveau national. Maintenant, il appartient à l'agent comptable central du Trésor, la CCT, de centraliser l'ensemble des comptes des comptables principaux à travers le territoire, y compris ses propres opérations. Alors, s'agissant maintenant du contenu du CEGAF, il y a la balance générale des comptes, donc balance générale de l'ensemble des comptes tenus par l'ensemble des comptables principaux. Ensuite, l'état de développement des recettes budgétaires, des dépenses budgétaires, des opérations constatées au niveau des comptes spéciaux du Trésor, et il y a les comptes de résultats. Alors, le CEGAF comprend en outre des états financiers. Il s'agit du compte de résultats et du bilan. Le compte de résultats traduit la situation financière de l'État. Et le bilan traduit l'expression du patrimoine de l'État. Donc, le compte de résultats et le bilan sont nécessairement liés à la comptabilité d'exercice. Cette comptabilité d'exercice qui a pour finalité de retracer la situation financière de l'État et l'ensemble de son patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle le CEGAF et au CEGAF sont annexés le compte des résultats et le bilan. Enfin, le projet de loi de règlement. Alors, ce projet de loi de règlement a une triple fonction. Il y a d'abord la fonction de règlement du budget. Règlement du budget qui consiste à ratifier les ouvertures supplémentaires de crédit opérées par voie de décret d'avance. Il s'agit également de régulariser les dépassements de crédit. Alors, les ouvertures supplémentaires de crédit opérées par voie de décret d'avance sont des procédures qui sont prévues par la loi, par la LOLF. Mais, s'agissant des dépassements de crédit, il s'agit d'une violation du principe du caractère limitatif des crédits. Donc, la loi de règlement régularise les dépassements de crédit. Elle annule également les crédits non consommés. Donc, première fonction de règlement du budget. Alors, ce qui donne la deuxième fonction de règlement de compte, c'est après avoir procédé à ces régularisations que la loi de règlement contribue à constater, a pour objet de constater le montant définitif des encaissements de recettes et le montant définitif des augmentations des dépenses. Donc cette fonction de règlement de compte est conditionnée par la première fonction qui consiste à régler le budget. Enfin, troisième fonction, la fonction qui consiste à
rendre compte des résultats des programmes. Donc, triple fonction. Alors, voilà donc brièvement les différents comptes rendus par les différents comptes rendus de l'État. Deuxième question, après la détermination des comptes rendus par l'État, quelles sont les procédures de réduction des comptes? Alors, la question est de savoir devant qui répondre de l'obligation de réduction des comptes. Alors, je ne serai pas long sur ce point, parce qu'il y aura d'autres interventions, notamment celle de la Cour des comptes. Alors, pour dire simplement qu'il y a en gros deux procédures de réduction des comptes, des procédures juridictionnelles et des procédures politiques. Procédure juridictionnelle devant la Cour des comptes. Alors, cette procédure juridictionnelle concerne la réduction des comptes publics et la gestion des ordinateurs. La réduction des comptes publics, les problématiques posées, qui sont les comptables rendants, quelles sont les conditions de recevabilité des comptes de gestion, quelle est la procédure de jugement des comptes, quelle est la sanction attachée à l'obligation de réduction des comptes. Je ne fais qu'est-ce qui s'est posé des problématiques, alors nous verrons dans le détail ce qu'il y a lieu de préciser. Le contrôle de la gestion des ordinateurs. Alors, pour préparer ce contrôle de la gestion par la Cour, les ordinateurs ont l'obligation de transmettre à des périodes régulières la situation des dépenses engagées. Et c'est maintenant à la clôture de la gestion, et à partir notamment des pièces justificatives qui accompagnent les comptes de gestion des comptables, que la Cour peut procéder au contrôle de la gestion des ordinateurs. Alors, quelles sont les suites de ces contrôles? Alors, ces contrôles débouchent sur des observations et des recommandations. Mais il y a possibilité de déclencher la procédure de faute de gestion, parce que rappelez-vous qu'à l'origine, la faute de gestion a été imaginée pour compenser le fait que les ordinateurs ne sont pas des justiciables de la Cour des comptes. La Cour des comptes en France n'a pas juridiction sur les ordinateurs. C'est donc pour compenser ce fait qu'on a créé expressément la CDBF, la Chambre discipline budgétaire et financière, pour sanctionner les fautes de gestion commises par les ordinateurs. Mais l'institution de faute de gestion pour sanctionner la gestion des ordinateurs peut poser problème. Est-ce que cette sanction est adaptée aux fonctions de l'ordinateur? Si on prend par exemple le budget programme, les responsables du programme s'engagent sur des objectifs par rapport à des moyens et à des résultats. Est-ce que, en n'atteignant pas ces objectifs, le responsable du programme commet une faute de gestion? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de sanctions que l'on peut imaginer autres que la faute de gestion? Donc voilà quelques éléments que je voudrais présenter, Monsieur le Président, sans être exhaustif. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Nous allons donner la parole à M. Cheikh Samb, qui va à la fois dire le mot du parrain, mais aussi faire sa communication. C'est ça que vous avez à voir. Merci bien, M. le Président. Monsieur le Président du réseau des états financiers numéro 1, Monsieur le Professeur Yohanné, Monsieur le Professeur Kébé, chers participants. D'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de transmettre les excuses du premier président de la Cour des comptes empêché. Le premier président tient à vous adresser ses remerciements pour avoir bien voulu associer l'institution à ce cadre d'échange. Je vous transmets aussi ses vives félicitations pour cette initiative qui devait revenir peut-être à d'autres personnes que les étudiants de la faculté de France. Monsieur le Président, lorsque le premier président m'a désigné pour le représenter dans ce cadre, j'étais très enthousiaste.
à l'idée de devoir approfondir mes connaissances dans la matière qui nous réunit aujourd'hui. Mais voilà, Monsieur le Président, que vous m'accusez une double punition. La première, c'est le devoir, en tant qu'économiste, intervenir dans une matière aussi technique devant un public avisé. La seconde, c'est de devoir le faire à la suite d'un éminent expert en la matière. Je veux citer le professeur Zoran, qui, à mes premiers pas déjà, était le commissaire du droit de la Cour des comptes, deuxième personnalité de l'institution. Mais fort heureusement pour moi, comme l'a souligné le professeur Zoran, bien qu'ayant un ancrage juridique, la matière des finances publiques a un caractère pluridisciplinaire qui fait appel parfois aux sciences économiques et de gestion ou à la comptabilité. De plus, l'importance du thème choisi, au-delà de nos profils respectifs, nous interpelle tout d'abord en tant que simples citoyens. En effet, la question de la transparence est à ce point importante qu'elle a fait partie, avec l'amélioration de l'efficacité de l'action publique, d'un des objectifs majeurs des réformes des finances publiques. Cette préoccupation de transparence dans la gestion des finances publiques s'est traduite par l'adoption d'un code de transparence à la directive numéro 2 2009 de l'UEMOA. Cette directive a été transposée dans notre droit interne par la loi numéro 2012-22 du 27 décembre 2012, qui définit les attributions des institutions, exige que les opérations budgétaires s'effectuent dans la légalité et la transparence, préconise à l'administration de publier dans les délais appropriés des informations sur les finances publiques. La question de la transparence est également abordée par tous les autres textes qui organisent la matière, notamment la loi organique portant loi de finances, le règlement général de la comptabilité publique sur la comptabilité publique, et particulièrement le décret numéro 2012-92 du 11 janvier 2012 portant plan comptable de l'État, qui en emprunte le principe au droit comptable privé. En son article 11, je cite, la comptabilité générale de l'État respecte le principe de transparence. Elle fournit une description adéquate, régulière, sincère, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l'exercice. La lecture du thème, intitulé La révision des comptes, gage de la transparence dans la gestion des deniers publics, me pousse, en tant que citoyen, à me poser 2 ou 3 questions. D'abord, qui doit rendre compte? Devant qui il doit rendre compte? Et par quelle modalité il doit rendre compte? Le professeur Johanné a déjà abordé cette question. Jusqu'ici, pour ce qui est des contrôles qui sont exclusivement du ressort de la Cour des comptes, je vais citer le contrôle juridictionnel et le rapport sur l'exécution de la finance. L'interlocuteur privilégié de la Cour des comptes est le ministère de l'économie et des finances. Pour le jugement des comptes, les comptables principaux de l'État sont tenus de tenir leur compte de gestion à la Cour au plus tard 6 mois après la clôture de l'exercice. Le ministère de l'économie et des finances produit les documents qui accompagnent le projet de loi de règlement, c'est-à-dire le compte général d'administration des finances, le compte administratif de l'ordonnateur, en sa qualité d'ordonnateur unique jusqu'avant les réformes. Avec les nouvelles directives de l'UEMOA, d'anciens acteurs endossent maintenant de nouvelles responsabilités et de nouveaux acteurs apparaissent. Avec le principe de la déconcentration de l'ordonnancement, chaque ministre sectoriel maintenant est ordonnateur principal pour l'ensemble des programmes qui relèvent de son autorité, de la même manière que les chefs d'institution sont responsables, sont ordonnateurs pour les dotations qui relèvent de leur autorité. Les nouvelles directives mettent également en place un nouvel acteur dans le pilotage des crédits budgétaires et de l'action de l'État. C'est le responsable de programme. Sous l'autorité des ministres dont ils relèvent, les responsables de programme élaborent la stratégie du programme dont ils ont la charge et définissent ou révisent les objectifs et les indicateurs de résultats. Les projets annuels de performance qui présentent la stratégie, les objectifs et les indicateurs de performance de chacun des programmes sont désormais des annexes obligatoires au projet de loi de finances. Les rapports annuels de performance constituent les instruments clés pour apprécier la qualité de l'action publique. Annexés au projet de loi de règlement, ils permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs initialement fixés dans les projets annuels de performance. Il est dès lors légitime de se poser la question à savoir qui doit en faire le contrôle
de l'ensemble de ces redditions. Le contrôle de l'utilisation des fonds publics est indispensable pour garantir la transparence. En matière de finances publiques, on peut distinguer 4 types de contrôles. Les contrôles internes à l'exécutif, le contrôle exercé par les juridictions financières, le contrôle parlementaire et le contrôle citoyen. Les contrôles internes à l'administration publique sont des contrôles administratifs effectués au niveau des gestionnaires pour fournir aux responsables de services les informations nécessaires à la bonne gestion des fonds confiés. Les contrôles internes sont effectués entre autres par le contrôle financier, l'inspection générale des finances, les inspections des affaires administratives et financières des ministères. On peut également associer à ce type de contrôle ceux effectués par l'inspection générale de l'État ou l'agence de régulation des marchés publics. Ces contrôles peuvent intervenir avant, en cours ou après l'exécution. Par son action permanente de vérification, d'information et de conseil, la Cour des comptes contribue à la réalisation des missions suivantes: la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle de la sincérité des finances publiques, la rationalisation des méthodes techniques de gestion, la rationalisation de l'action administrative. Initialement, la Cour avait pour compétence d'assister le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, de juger les comptes des comptables publics et le contrôle de la gestion des organismes publics. Aujourd'hui, on lui attribue des missions additionnelles. La Cour a désormais pour compétence de donner son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion mis en place par les responsables de programme, la qualité des procédures comptables et des comptes, ainsi que sur les rapports annuels de performance. De contrôler les résultats des programmes par rapport aux objectifs fixés et évaluer l'efficacité, l'économie et l'efficience des programmes et évaluer les politiques publiques. On peut toutefois reconnaître de nos jours le rôle démocratique d'information du citoyen par la publication du résultat des contrôles. Ce rôle s'est imposé avec la montée en puissance de l'exigence de transparence dans la gestion des finances publiques. Les nouvelles directives procèdent à plusieurs aménagements afin d'améliorer l'information des parlementaires et de les associer plus étroitement à la formulation de l'exécution des lois de finances. Le renforcement du contrôle des parlementaires peut s'apprécier en ces termes: de l'extension du périmètre de la loi de finances, de la sincérité budgétaire en loi de finances et des autorisations parlementaires des ressources et charges de trésorerie de l'État et du suivi rapproché de l'exécution budgétaire. Le champ de la loi de finances couvre désormais les relations et les opérations financières entre l'État et les organismes publics, en l'occurrence les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les agents d'exécution et les organismes de protection sociale. En effet, quelle que soit leur forme, tous les concours financiers de l'État aux organismes publics doivent être approuvés par une loi de finances. Par ailleurs, en application du principe de sincérité budgétaire, l'exécutif a l'obligation de fournir au Parlement une information complète et fiable dans la loi de finances soumise à son examen et à son vote. Le renforcement des compétences du Parlement en matière de gestion des finances publiques se matérialise également par l'autorisation parlementaire des ressources et charges de trésorerie de l'État, dont l'évaluation est faite dans le projet de loi de finances, conformément à l'article 27 et 28 de la loi organique portant la finance. Enfin, sans préjudice des prérogatives du Parlement en matière de contrôle, les commissions de finances veillent au cours de la gestion annuelle à une bonne exécution des lois de finances. À cette fin, le gouvernement transmet trimestriellement au Parlement, à titre d'information, les rapports d'exécution du budget qui sont transmis au public. Les informations ou les investigations sur place que le Parlement peut demander ne sauraient lui être refusées. Il peut aussi procéder à l'audition des ministres. Pour ce qui est du contrôle citoyen, qui est le parent des contrôles en matière de finances publiques, avec les nouvelles réformes, le citoyen a bénéficié pour la première fois d'une certaine attention dans la gestion des finances publiques à travers la loi organique portant la loi de finances et le code de transparence. En effet, il est prévu une multitude d'informations que l'exécutif doit rendre publiques désormais. Le calendrier de diffusion des informations sur les finances publiques, l'information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, la publication des documents mentionnés par le code
par le code de transparence, par les institutions compétentes sur le site internet, un guide synthétique budgétaire clair et précis à l'occasion de l'examen du budget annuel, le rapport annuel de la Cour des comptes et les décisions particulières ainsi que les résultats des suivis des recommandations. Le citoyen, à la fois contribuable et usager des services publics, doit être clairement, régulièrement et complètement informé de tout ce qui concerne la gouvernance des deniers publics. Le citoyen est ainsi mis en capacité d'exercer dans le débat public son droit de regard sur les finances de toutes les administrations publiques. Mais le citoyen est-il en mesure de s'approprier les documents prévus et son degré de culture démocratique lui permet-il d'exercer un véritable contrôle des deniers publics? Voilà, monsieur le modérateur, la réflexion sur laquelle je vais développer mon propos et que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup, c'est simple, pour cette communication qui soulève une problématique. Au-delà de la question du compte, il y a la question de l'accès à l'information financière, de l'unité d'autre part, en termes de renforcement des contrôles, que ce soit les contrôles volontaires, les contrôles effectifs dans la présence. Et également le rôle du citoyen. Parce que vous savez, le docteur de l'État a souligné et l'attention propose que les finances publiques sont une matière relative. Si en pas les initiés peut-être parfois ont des difficultés, je me demande quel doit être le cadre des citoyens. Et donc il y a la nécessité de simplifier l'information financière en vue de répondre aux exigences de redevabilité. Parce que l'information financière doit être un outil pour les citoyens des citoyens. Ça me semble plutôt chargé, on va donner la parole au professeur à la société pour sa communication sur la révision des comptes. Monsieur le modérateur, Monsieur d'emblée, la qualité de l'emploi, de notre classe. J'ai voulu me déroger avec l'exercice. J'ai le cas public, je ne pouvais pas manquer ces années de finances publiques. En plus que je partage avec l'éminente personnalité. Nous avons un invité. Centre qui vient de la Cour des comptes. Je profite de l'occasion pour vous féliciter et vous transmettre nos salutations respectueuses, notamment à l'endroit du premier président de la Cour des comptes, qui ne ménage jamais des efforts pour accompagner l'université. Nous, par exemple, dans le centre de recherche que nous avons même bénéficié de l'appui budgétaire sur les manifestations scientifiques, et à chaque fois, la Cour des comptes réagit favorablement. En réalité, c'est ça, parce que la juridiction ou les professionnels, nous, dans notre approche aujourd'hui, on pense que les finances publiques, c'est au-delà de la faculté de droit. Les finances publiques constituent une matière transversale. Il faut donc constamment des regards croisés entre les universitaires et les praticiens. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le centre de recherche, on essaie d'organiser tout le temps des manifestations et on évite les praticiens du droit. Je profite de l'occasion pour remercier. Je remercie et féliciter aussi le professeur Abdourahmane Mohamed, qui est notre maître en finances publiques. Nous essayons, professeur, de continuer le travail que vous avez commencé. C'était notre chef d'équipe pédagogique. Donc j'ai fait ces travaux dirigés avec Issoufou ici. Donc c'est aujourd'hui un plaisir de partager cette table avec vous, professeur. En tout cas, je vous encourage et formule des prières assez profondes en ce mois de novembre. Je félicite les autres étudiants, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de faire l'organisation chaque jour. C'est très difficile, vraiment difficile. Je vous félicite et c'est comme ça, il faut essayer la meilleure façon d'apprendre à nager. C'était à l'eau. Je disais que la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de jeter à l'eau. Pour faire comme le Niger, comme le Burkina, des États qui pensent que le budget programme, il faut démarrer le cycle. Le Sénégal, on le sait, on l'a vu, le Sénégal n'est pas encore effectivement dans le budget programme de l'avis des experts. On va basculer en 2020. En 2020, ce sera un budget en mode LOLF,
en mode loi organique relative aux lois de finances. Je n'ai pas de sujet, mais je me suis dit que ce serait intéressant de voir, d'essayer de voir l'état de la réduction des comptes aujourd'hui. Notamment, je parle de 2012, pour voir de 2012 à maintenant, est-ce qu'il est possible d'essayer de dresser une sorte de bilan de la réduction des comptes. D'autant plus que ceux qui m'ont précédé ont déjà expliqué les comptes à examiner la procédure de réduction des comptes. Je crois que c'est intéressant aussi de voir, pour ne pas prendre les mêmes choses, aujourd'hui, si on devait faire un bilan de notre système de réduction des comptes. Il faut rappeler que la réduction des comptes est importante parce que s'il n'y a pas de réduction des comptes, les comptes sont en désordre. Et quand les comptes sont en désordre, il y a besoin d'argent. Et le besoin d'argent, selon Tocqueville, réduit un gouvernement doux à des pratiques déshonnêtes. Il faut donc faire une réduction des comptes. Première raison. Deuxième raison, c'est que, selon la formule célèbre de Necker, les finances publiques sont au centre où aboutissent une multitude innombrable de canaux. Tout part des finances publiques, tout revient aux finances publiques. La réduction des comptes, elle est importante parce que la réduction des comptes a des fondements constitutionnels. C'est d'abord l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe, mais il y a aussi les dispositions de la Constitution du Sénégal qui évoquent le principe de la réduction des comptes. Par exemple, déjà dès 2001, la transparence et la bonne gouvernance avaient été introduites dans la Constitution de 2001. En 2016, quand on a révisé la Constitution, il y a eu des innovations allant dans le sens de renforcer la réduction des comptes. C'est ainsi que l'article 25, alinéa 3 de la Constitution pose un principe nouveau. Désormais, les citoyens ont l'obligation de lutter contre la corruption et la corruption. Ce n'est pas simplement une affaire d'Assemblée nationale, une affaire de Cour des comptes, c'est une affaire citoyenne. On a introduit le principe selon lequel les citoyens doivent combattre la corruption et la corruption. Et mieux, pour des raisons de transparence, on a affirmé à l'article 25 que les ressources tirées du secteur extractif doivent être mises à la disposition des citoyens. Enfin, toujours en termes de réduction des comptes, en 2016, il a été introduit à l'article 86 de la Constitution que le Premier ministre, l'institution qui n'existe pas, l'institution, l'organe qui n'existe plus, c'est le gouvernement qui reste une institution, le Premier ministre peut engager même sa responsabilité devant le gouvernement sur un programme ou un projet de loi de finances. C'est pour dire que la réduction des comptes est une question d'abord constitutionnelle. La réduction des comptes est une affaire communautaire. Le professeur l'a rappelé tout à l'heure, le traité de l'UEMOA fait obligation aux États d'avoir une juridiction des comptes. Vous savez très bien qu'il y a des États de l'UEMOA qui n'ont pas encore de juridiction des comptes, le cas du Bénin ou le cas du Mali. La réduction des comptes a des fondements qui dépassent la communauté. Il faut savoir que les finances publiques sont surveillées par des institutions internes, internationales, qui voient, qui examinent, qui réfléchissent sur la transparence et la réduction des comptes. C'est le cas d'un outil qu'on développe, qu'on appelle l'indice de perception de la corruption. L'indice de perception de la corruption permet de mesurer le degré de transparence et de réduction des comptes dans les États. Et si vous regardez l'indice de perception, il y en a d'autres, il y a d'autres outils de contrôle citoyen, il y a IMP, il y a d'autres outils comme les outils développés par la Banque mondiale, par le FMI, par l'OCDE, les institutions internationales, donc s'intéressent à la gouvernance et à la transparence et à la réduction des comptes. Par exemple, il est montré que le Sénégal fait partie des pays, en tout cas, très corrompus. Parce que le Sénégal, un pays corrompu, c'est un pays, selon l'indice, qui n'a pas une note de 50 points. Les États sont notés de 1 à 100. Le Sénégal est à moins 50, le Sénégal a une note de 45. Ça veut dire que le Sénégal n'a pas la note moyenne. Et quand tu n'as pas la note moyenne, d'ailleurs, tous les États de la CEDEAO, à l'exception du Cap-Vert, ont une note qui montre que c'est les États où la corruption est. Et tous les États membres de l'UEMOA, évidemment, le Sénégal est premier
en termes de notation. Mais quand vous n'avez pas 5 ans, cela veut dire que vous êtes dans la zone rouge. La zone rouge, ce sont les États dans lesquels la corruption est très élevée. Donc, il faut forcément une réduction des comptes, parce que la réduction des comptes, c'est quoi? C'est la redevabilité. La réduction des comptes est un exercice naturel, parce que la société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration. Donc, après ces précisions préliminaires, je me suis posé la question suivante. Quel est aujourd'hui l'état de la réduction des comptes? Autrement dit, comment peut-on dresser le bilan de la réduction des comptes de 2012 à 2018? 2012 est une année importante parce que c'est une année d'alternance démocratique. 2012, ça correspond à des maximes qui ont été lancées, notamment la gouvernance sobre et vertueuse. Nous allons voir tour à tour, en 2 mouvements, si le bilan donne des résultats satisfaisants. Après avoir examiné les textes, après avoir examiné les rapports des comptes de contrôle, après avoir fait l'exégèse un peu de la jurisprudence, on s'est rendu compte que 2 constats pouvaient être dressés en termes de réduction des comptes. Le premier constat, c'est un constat de progrès noté en termes de réduction des comptes. Le second constat, c'est un constat de regret noté en termes de réduction des comptes. Nous allons voir maintenant, en première idée, les progrès en matière de réduction des comptes de 2012 à 2018. Les progrès seront abordés à leur niveau. D'abord, l'autonomie des organes de contrôle est renforcée. Les organes qui doivent examiner les comptes, d'une part, et d'autre part, on verra que le contrôle citoyen est renforcé. D'abord, l'autonomie des organes de contrôle renforcée. C'est d'abord la Cour des comptes qui, dans les normes universelles, et les institutions de contrôle. En 2012, la Cour des comptes a adopté une nouvelle loi organique, la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 relative à la Cour des comptes. Cette loi a amélioré le principe de la réduction des comptes à plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'extension des compétences de la Cour des comptes. Les compétences de la Cour des comptes ont été étendues aux agences et aux autorités administratives indépendantes. Vous savez, les agences nous posent véritablement problème. C'est des personnes morales de droit public qui disposent d'une autonomie budgétaire et financière. Hier, j'ai compté 35 agences. Il y a une rationalisation dans le nouveau décret de 2019 de répartition des services de l'État. Vous avez à peu près 35 agences. Les agences gèrent des deniers publics parce que les finances publiques sont les finances des organismes publics. Tout court, État, collectivité territoriale, agence, établissement public, etc. Extension des compétences de la Cour des comptes aux agences, extension des compétences de la Cour des comptes aux autorités administratives indépendantes, innovation en 2012, la Chambre de discipline financière devient une chambre permanente. Ça, c'est une innovation importante. Allongement du délai de réduction des comptes qui passe de 5 à 6 mois. Création, je parle sous le contrôle de Issoufou, de nouvelles incriminations de faute de gestion en rapport avec le code des marchés publics. Et mieux, la Cour des comptes a désormais une autonomie financière comme la Cour suprême. Cela veut dire quoi? Le premier président gère ses crédits, les ordonnateurs de crédit. Ça, c'est une marque d'indépendance de la Cour des comptes. Et mieux, pour finir, sur la Cour des comptes, il y a l'extension du contrôle non juridictionnel aux organismes publics et à l'évaluation des politiques. Vous savez qu'en 2016, il a été introduit dans la Constitution du Sénégal. Désormais, l'Assemblée nationale évalue les politiques publiques. C'est une nouvelle compétence de l'Assemblée nationale. D'habitude, on parlait de contrôle de l'activité gouvernementale. Mais aujourd'hui, l'Assemblée évalue les politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques. C'est quoi? C'est une évaluation a priori, en cours et a posteriori. Une évaluation ex ante, ex post. Donc, une évaluation concomitante. La Cour des comptes, n'oubliez pas que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans l'exécution des lois de finances. La Cour des comptes a une nouvelle compétence d'évaluer les politiques publiques. Évaluer une politique publique, c'est juger de sa
performance, voir si la politique publique est efficace, c'est le résultat, si la politique publique est efficiente, ce sont les moyens, si la gestion a été économe. Donc, renforcement des moyens de la Cour des comptes. Deuxième, toujours dans la même ordre d'idée, on a créé en 2012 l'OFNAC. L'OFNAC est une innovation importante. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui a des pouvoirs importants, notamment dans les cas de corruption. Si vous voyez dans le rapport de 2016 de l'OFNAC, vous avez 1180 plaintes qui ont été déposées par les citoyens. Vous allez voir 62 cas de détournement de deniers publics. Vous allez voir des cas d'enrichissement illicite. L'OFNAC est une innovation importante. Et l'OFNAC, c'est l'impulsion de l'UEMOA. Donc, création de la Cour des comptes, création de l'OFNAC, cela veut dire quoi? Qu'il y a un renforcement des organes de contrôle, pour ne citer que ces quelques exemples. Deuxième sous-idée, c'est le contrôle citoyen qui est renforcé. Je dis la démocratie, c'est le contrôle citoyen. Tout à l'heure, je semble la rappeler. Le code de transparence aménage des dispositions particulières pour le citoyen dans son volet information du public. Il y a un volet intitulé dans le code de transparence information du public. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens doivent être informés. D'abord, une information exhaustive. Une information rendue à temps réel. On ne veut pas que l'information arrive à posteriori. Non, une information rendue à temps, en temps réel, mais aussi une information simplifiée. C'est pourquoi je sens parler de guide simplifié. Simplifié, parce que vous savez très bien que la clarté de la norme, la clarté de l'information est une exigence constitutionnelle. Il est arrivé que le Conseil constitutionnel français, en 2005, censure une loi parce que la loi n'était pas claire, la loi n'était pas intelligible, la loi était ambiguë, et le Conseil a considéré que lorsque la loi n'est pas claire, on ne parle même pas de loi, mais de neutrons législatifs. Donc, grand B, le contrôle citoyen qui est renforcé. À deux niveaux. D'abord, un renforcement direct et un renforcement indirect. Le renforcement direct signifie quoi? D'abord, le Sénégal a adopté un code de transparence. Aujourd'hui, les citoyens ont tous les droits à travers le code de transparence. Il a parlé, semble parler d'un calendrier d'information budgétaire. L'information doit être rendue publique. Le code de transparence contient des volets, c'est comme le code de transparence et de gestion des finances publiques dans la CEMAC. Il faut savoir que ce mouvement aussi continue jusqu'en Afrique centrale. C'est un mouvement d'ailleurs inspiré des États-Unis, des pays de l'OCDE. En fait, c'est des standards en matière de gouvernement. Adoption du code de transparence, il faut rappeler que le Sénégal, au 31 décembre 2012, avait fini presque de transposer la majorité des directives, sauf les autres directives, notamment la directive sur le régime financier des collectivités territoriales, la directive sur la comptabilité des matières. Mais l'essentiel des directives ont été transposées. Là où d'autres États, comme le Burkina, ont transposé en 2014, 2016, si vous Niger, moins, si vous allez au Bénin en 2013, 2014. Au Sénégal, au 31 décembre, tout le nouveau cadre harmonisé, pour l'essentiel, tout ce nouveau cadre a été transposé. Adoption du code de transparence, mais l'innovation de taille aussi, qui a renforcé le contrôle citoyen, c'est la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine permet de faire un contrôle a posteriori. Le texte dit que ça permet d'éviter les cas d'enrichissement illicite. On ne peut pas comprendre qu'il y ait de l'enrichissement illicite. Nous avons 4071 milliards de budget, nous avons 742 milliards de masse salariale, ou même 1000 milliards si vous incluez les autres titres. Le président l'a rappelé, nous avons 1000 milliards de fonctionnement, nous avons presque 1000 milliards de transferts. Imaginez dans ces conditions s'il y a des cas d'enrichissement illicite, c'est impossible. Donc, l'OFNAC est une innovation de taille, parce que l'OFNAC, avec la déclaration de patrimoine, crée deux assujettis. Il y a deux assujettis à la déclaration de patrimoine. Il y a ce qu'on appelle les assujettis institutionnels et ce qu'on appelle les assujettis en raison de leur budget. Quand vous avez le budget à hauteur de 1 milliard, vous êtes dans la chaîne administrative, la réponse dans la chaîne comptable, vous êtes astreint à la déclaration de patrimoine.
c'est une innovation importante, bien que cette déclaration fut consacrée dès 2011. Au Sénégal, la déclaration de patrimoine du président de la République, évidemment, a été consacrée en 2011. Mais pour les ministres et les autres assujettis, n'est-ce pas, c'est à partir de 2014, c'est une innovation importante. C'est le cas au Niger, c'est le cas au Burkina, c'est le cas en RDC, c'est le cas un peu partout en Afrique. Dernière innovation qui renforce le contrôle citoyen, c'est l'adhésion du Sénégal à l'ITIE. Nous sommes à ma droite et un juriste qui travaille à l'ITIE. L'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les émissions extractives. Le Sénégal est un pays de ressources naturelles. Nous avons 127 milliards de ressources dans le dernier rapport de l'ITIE. Ça veut dire qu'il y a des enjeux de transparence. Le Sénégal est le premier, nous sommes en matière de transparence. Premier en matière de transparence en Afrique, dans le secteur extractif. Cela veut dire que c'est des bons, ce sont des bons. Et aujourd'hui, vous avez les rapports de l'ITIE sont en ligne. Vous tapez le rapport de l'ITIE de 2017, vous l'avez en ligne. Et vous avez le rapport qui retrace toutes les informations nécessaires, n'est-ce pas, au contrôle citoyen. Renforcement direct, renforcement indirect. Indirectement aussi, les droits du citoyen sont renforcés. Il y a d'abord le TOF, tableau des opérations financières de l'État, qui a une base qui est mensualisée. Le TOF permet de connaître le volume des flux en termes d'entrée et de sortie. La périodicité du TOF renforce le contrôle citoyen. Il y a ce qu'on appelle aussi les rapports trimestriels d'exécution des lois de finances. Désormais, il y a chaque 3 mois un rapport à mi-parcours, évidemment, sur l'exécution des lois de finances, au bénéfice du Parlement. Et quand on parle quand on dit que c'est au bénéfice du Parlement, indirectement, ça permet de renforcer le contrôle citoyen. Et puis c'est en ligne. Si tout de suite, vous avez les rapports qui sont en ligne, ça permet directement de connaître, n'est-ce pas, l'état d'exécution du budget. Il y a aussi renforcement indirect, c'est l'Assemblée nationale, il y a le débat d'orientation budgétaire qui permet d'associer l'Assemblée à l'élaboration du budget. Il y a la loi de règlement aussi de l'année R-1 qui doit être votée avant le vote du budget de l'année R+1. Ça, c'est une innovation importante. Et si vous demandez, je parle sous le contrôle de ça, aujourd'hui, on a plus de retard en matière de contrôle de loi de règlement. On est à jour. Il est arrivé que les lois de règlement soient votées 10 ans après, 15 ans après. Et là, je vous renvoie aux travaux du professeur Ismaël Al-Far sur la loi de règlement. Donc, il y a des progrès en matière de réduction des comptes. Il y a des bons en avant en matière de réduction des comptes. Toutefois, il y a des regrets qu'il faut noter en matière de réduction des comptes. Il y a 2 types de regrets. D'abord, le premier regret concerne le système de responsabilité. Ce que j'appelais en grand cas les limites du système de responsabilité. Vous savez, on connaît les 2 catégories de donateurs, les donateurs politiques et les donateurs non politiques. Si vous prenez les donateurs politiques, généralement dans le monde, je parle, généralement c'est le président de la République, ce sont les ministres. La question que je me pose, c'est que le président de la République rend des comptes à qui? La question que je me pose, c'est que les ministres rendent des comptes à qui? Tout à l'heure, vous avez dit, rendre des comptes devant quelle juridiction? On connaît la réponse. Le président de la République, n'est-ce pas, rend des comptes à la Cour de justice pour haute trahison. C'est quoi la haute trahison? Ce n'est pas défini dans notre législation. Le projet de réforme de la Constitution proposé par la Commission nationale de réforme avait proposé une définition de la haute trahison qu'on n'a pas retenue. Ailleurs, la haute trahison est définie lorsqu'il y a corruption. Niger, malversation, Congo-Brazzaville, Congo-RDC, Bénin. Dans certains pays, on considère, Afrique du Sud, on avait demandé au président de la République de rembourser les deniers détournés. Donc, on aurait pu réviser l'article 102 de la Constitution pour avoir un contenu de la haute trahison, pour avoir des éléments pouvant justifier la possibilité que le président de la République puisse rendre des comptes de façon rigoureuse. Dans notre système, c'est le système français qu'on a hérité. Il n'y a véritablement pas de
contrôle. Alors que le président a des fonds qu'il gère au même moment, de façon discrète. Les ministres ne peuvent pas être jugés par la Cour des comptes, sur exception, parce que les ministres, articles 56 et 57 de la loi organique de 2012-23, les ministres, administrateurs de crédit actuellement, et paradoxalement, ils ne pourront pas être jugés, alors qu'ils vont devenir des ordonnateurs. Le texte de l'UEMOA indique que les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles doivent supporter des responsabilités prévues par les lois et règlements. Il appartient à chaque État de s'organiser pour voir le système de responsabilité institué. Au Niger, la question s'est posée. Quand la question s'est posée, la Cour constitutionnelle a considéré que cette question doit être envoyée à la réglementation constitutionnelle. Ailleurs, les ministres sont jugés par les juridictions des groupes. Tchad, Portugal, Danemark, Espagne, dans ces pays, les ministres sont jugés par la Cour des comptes. Mais dans notre système hérité de la France, les ordonnateurs politiques bénéficient d'une certaine immunité juridictionnelle. Il y a un auteur qui dit que c'est une sorte d'îlot d'irresponsabilité. Ça sont les ordonnateurs politiques. Il y a des ordonnateurs non politiques. Les ordonnateurs non politiques, il y a des limites. Les ordonnateurs jugés par la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes, il y a aussi des limites. Les ordonnateurs non politiques, c'est quoi? C'est l'électeur. C'est quoi? C'est un ordonnateur simple qui ne bénéficie pas de protection particulière. Même ici, j'ai des réserves. Les statistiques montrent que la Chambre de discipline financière est ramassée. La Chambre a rendu 7 arrêts en 7 ans. Sous le contrôle, bien sûr. 7 arrêts en 7 ans. La Chambre ne peut être saisie que par certaines autorités. Et c'est la Chambre qui doit s'occuper, n'est-ce pas, de la justice financière des ordonnateurs. Il y a des retards, il y a des dysfonctionnements. Donc, nous considérons qu'il y a des limites au système de responsabilité institué. Limite aussi de la réduction des comptes, c'est l'ampleur des cas de mauvaise gestion au Sénégal. Je vous ai dit que le rapport de la FNAC, c'est 1180 plaintes. Dans l'affaire Khalifa Sall, c'était une gestion de dépenses publiques, procédure de la dépense publique, régie d'avance. C'est 360 000 l'année, de 2011 à 2015. C'est au-delà de la Cour d'appel. C'est 1,8 milliard sur 5 ans. 114 fausses factures. Cas de mauvaise gestion révélée. Coude, vous avez vu le rapport 2014-2015 de l'OFNAC. L'OFNAC avait demandé que l'intéressé ne bénéficie plus de fonction publique, si je peux m'exprimer ainsi. Le rapport sans suite. Le rapport de l'OFNAC 2014-2015. Cas de mauvaise gestion, 138 milliards créés. Le maire de Cotonou est révoqué en 2018. Niger, des séries de maires ont été révoqués. Bénin, Côte d'Ivoire, des maires ont été révoqués pour des cas de mauvaise gestion. Donc, il y a des limites à notre système de gestion des comptes parce qu'il y a la persistance des cas de mauvaise gestion. Et enfin, pour finir, dernier point, limite du système de responsabilité grand B, des informations tenues secrètes. Il y a des informations secrètes. Vous savez, dans un état de droit, le secret, c'est l'exception. La règle, ce n'est pas l'opacité. La règle, c'est la transparence. Mais en droit sénégalais, en droit des finances publiques au Sénégal, il y a des informations tenues secrètes. Quelques exemples. Est-ce que vous connaissez actuellement le bâtiment du président? Actuellement, on ne connaît pas. On ne connaît pas le bâtiment. Le président a déclaré en 2012, mais maintenant il n'a pas encore déclaré. Il faut donc revoir, réviser d'ailleurs l'article qui parle de la déclaration de patrimoine, c'est l'article 37 de la Constitution qui parle de la déclaration de patrimoine. Si vous allez au Niger, 48 heures après la prestation de serment, le président déclare son patrimoine. Si vous allez au Bénin, si vous allez plutôt au Burkina, 48 heures après le président déclare son patrimoine. Si vous allez dans la République centrafricaine, le président de la République déclare son patrimoine 30 jours avant la prestation de serment. Et c'est une déclaration d'entrée et une déclaration de sortie pour voir s'il y a des écarts entre les deux
des deux patrimoines. Déclaration de patrimoine du président de la République qui n'est pas encore faite, c'est un problème. Deuxième problème, est-ce que vous connaissez le patrimoine de nos ministres? Le patrimoine n'est pas connu, pourtant la déclaration est faite. Article 9. L'article 9, il faut donc réviser la loi sur l'OFNAC. L'article 9 interdit à ce qu'on puisse divulguer le patrimoine des concernés. Ailleurs, c'est divulgué. Tout de suite, vous tapez déclaration de patrimoine des ministres au Burkina, vous l'avez en ligne. Nous, notre système de déclaration de patrimoine, il y a encore des secrets. Gestion des fonds politiques. Je me rappelle d'une brillante communication du professeur Johanné qui rappelait que les fonds politiques dérangent un peu à la séparation des ordinateurs et des comptables. Il nous rappelle que la gestion des fonds politiques, c'est du pouvoir discrétionnaire. Je me suis amusé à compter. Il n'y a pas de confidentialité. On peut connaître le montant des fonds politiques à travers les comptes publics. On peut connaître le montant des fonds politiques. Quand on a calculé, on s'est retrouvé entre 2012 et 2018, on s'est retrouvé avec 112 milliards de fonds politiques. 112 milliards. Il y a aussi la contribution de Sow, là, le ministre Ablaye Sow, en ligne, qui montre chaque année le montant des fonds politiques. Les fonds politiques sont connus dans le montant. Ce qu'on ne connaît pas, ce sont les bénéficiaires. Il n'y a pas de texte spécifique, comme en France depuis 2001, qui réglemente la gestion des fonds politiques, qui nous dit quels sont les bénéficiaires et les dépenses éligibles. En France, la réforme a été faite depuis 2001. On a des fonds de sécurité et avec ces fonds, les bénéficiaires sont connus. Une commission est créée pour contrôler ces fonds, tel n'est pas le cas au Sénégal. Et pour finir, en termes de limite de réduction des comptes, il y a des rapports qui ne sont pas rendus publics. Je commencerai par les rapports de la Cour des comptes. J'en profite pour vous taquiner. Depuis quelques années, la Cour des comptes n'a plus rendu. Depuis 3 ans, 2015, 2016, 2017, 2018, on n'a plus de rapport IGE, on n'a plus de rapport OFNAC, l'institution censée combattre la corruption. 2017, il n'y a pas de rapport. 2018, il n'y a pas de rapport. Les dépenses fiscales, il n'y a pas de rapport. On a donc des difficultés, le temps est très limité, mais c'est des questions, en tout cas, importantes. Pour finir, on peut juste dire qu'un État qui renonce à la réduction des comptes renonce au développement. Je vous remercie. Amis internautes de Proma, nous sommes ici présents dans la faculté des sciences politiques de l'État, dans le cadre des 48 heures des finances publiques. Nous sommes ici avec notre cher professeur. Sans plus tarder, on va laisser faire face à sa présentation. Bonjour, je me présente d'abord, je suis vérificateur à la Cour des comptes et représentant du premier président de la Cour des comptes à ce panel. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le réseau des étudiants financiers de l'UEMOA pour cette belle initiative et pour l'importance du thème choisi, la reddition des comptes, gage de transparence dans la gestion des deniers publics. Sans plus tarder, on va poser notre première question, qui est à savoir quel est l'état des comptes au Sénégal en ce moment. Il me sera difficile de répondre de façon très claire parce qu'il y a plusieurs types de révisions. D'abord, il faut connaître pour répondre à cette question quels sont les acteurs qui doivent rendre compte. En tout cas, pour ce qui est du cadre général des lois de finances, nous avons aujourd'hui la Cour des comptes, ou bien l'État du Sénégal est à jour dans la réduction des comptes, notamment sur les rapports de réduction de loi de finances. Je pense que les rapports, on est parvenu à faire voter la loi de règlement avant même l'adoption de la loi de finances de l'année dernière. Merci, monsieur. Sans plus tarder, on va essayer de voir notre invité. Merci. On va continuer avec notre professeur qui est ici présent. Sans plus tarder, on va lui laisser se présenter. Bonjour, c'est Abdelaziz, professeur de droit. Professeur de droit. Moi, en tant
tant que représentant des étudiants, j'aimerais poser une seule question, à savoir, en ce moment, quelles sont les avancées en ce qui concerne les comptes publics au Sénégal? Merci. Bonne question. On essaie de réfléchir sur la réduction des comptes. On a vu effectivement qu'il y avait des progrès concernant le renforcement des pouvoirs des cours de contrôle, notamment la Cour des comptes en 2012. On a renforcé ses moyens de contrôle. La Cour des comptes devient une institution autonome au plan budgétaire et au plan financier. La Cour des comptes, on a renforcé ses compétences. La Cour des comptes peut contrôler les agences et les autorités administratives indépendantes. Donc, il y a eu, de ce point de vue, n'est-ce pas, des améliorations en matière de domaine. 2012-2013 aussi, c'est la création de l'OFNAC. L'OFNAC aussi est une institution très importante dans le dispositif de contrôle. Parce que l'OFNAC, c'est une institution de contre la fraude et la corruption. Et par ricochet, il y a eu en 2014 la loi sur la déclaration de patrimoine. Le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans la démocratie. On constate aussi en matière de loi de règlement qu'il y a plus de retard. Le Sénégal est à jour en matière de loi de règlement. Donc dans la tenue des finances publiques en général et des comptes publics, il y a eu des progrès notés entre 2012 et 2018. On va terminer avec une autre question qui est à savoir, dans l'avenir, quelles sont les solutions pour rendre les comptes publics plus visibles à l'endroit des citoyens? Oui, les solutions résultent des difficultés constatées. Il y a des rapports qui ne sont pas publiés, la réduction des comptes est faible sur certains points. Tout à l'heure, le président de Han évoquait la question du DB. Il y a des solutions envisageables en termes de suppression de la remise gracieuse qui permet au ministère des Finances de revenir sur ce qui a été décidé par la Cour des comptes. Il faut aussi une gestion plus transparente des fonds politiques ou des fonds spéciaux. Vous savez que ces fonds sont mis à la disposition du président. Il n'y a pas d'obligation pour le président de rendre des comptes ou d'éduquer les bénéficiaires. Les solutions, c'est réviser la loi sur la déclaration de patrimoine, permettre aux citoyens de connaître le patrimoine des ministres déclarés, comme cela se fait dans plusieurs pays, comme au Bénin, comme au Niger ou au Burkina Faso, etc. Donc, des solutions allant dans le sens de renforcer la gouvernance, la transparence et la réduction des comptes. Merci. Sans plus tarder, on va continuer avec le président du réseau des étudiants financiers de l'UEMOA. Tout de suite, on va lui donner la parole pour qu'il puisse faire une brève présentation du réseau. Ensuite, aussi, nous faire part pourquoi choisir un thème aussi important. Alors, bonjour monsieur, donc, je me nomme Tassofia, je suis le président du réseau des étudiants financiers de l'UEMOA. Donc, c'est un réseau qui est créé il y a cela 3 ans. Donc, la mission principale, c'est de faire la promotion des finances publiques dans l'espace communautaire. Parce que quand les créants, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Aujourd'hui, dans l'espace communautaire, particulièrement aussi au niveau de l'UCAD, au niveau de la faculté des sciences juridiques, les étudiants n'aimaient pas les finances publiques. Les étudiants avaient peur des finances publiques, du fait peut-être de sa complexité, du fait de la technicité de la matière. Or, en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans les finances publiques. Donc les finances publiques sont au cœur du développement des pays. Raison pour laquelle nous nous sommes portés le challenge, le défi de relever la matière financière ici au niveau de l'UCAD. Maintenant, il y a ça 3 ans, comme je l'ai dit, à chaque année, on fait un plan d'action qu'on va dérouler durant toute l'année. Maintenant, ainsi, dans le plan d'action, donc au début, nous avions fait des journées de portes ouvertes. Donc, durant l'année également, on va faire des séminaires chaque 15 jours. On organise également des cours de renforcement pour les étudiants de la LD pour mieux les imprégner dans les finances nationales. Donc, vers la fin de l'année également, on va faire des journées, ce que nous voulons de faire, des candidats des finances publiques pour clôturer notre plan d'action. Comme vous l'avez dit, le choix du thème n'est pas fortuit, parce qu'aujourd'hui,
les gens, la population sénégalaise a besoin de l'information. Le thème de la réduction des comptes publics est aujourd'hui d'actualité. Parce que, comme vous le voyez, l'actualité récente n'a cessé de montrer divers cas de malversation dans les deniers publics. Et donc aujourd'hui, ce sera l'occasion ici au niveau de l'université, voilà, d'inviter les théoriciens, notamment nos professeurs, en même temps les praticiens, pour qu'on puisse discuter et puisse recueillir la bonne information. D'habitude, les informations qu'on reçoit, c'est à travers les médias qu'on a, et ce n'est pas la bonne méthode, je pense.